Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 27 juillet. Toute l'actualité près de chez vous, invités, reportages, météo, découvertes, les sports et la santé. Avec notre invité ce soir, le tout nouveau président délégué du Centre cardio-thoracique de Monaco, Thierry Messina. Son constat, son parcours et ses ambitions. Puis nous prendrons la direction du Cap Martin à l'occasion de la célébration des 10 ans du parcours patrimonial autour du cabanon de Le Corbusier. Choix de saison avec vos tendances en matière de glace de l'été. Et puis nous reviendrons sur le tournoi organisé ce week-end pour les jeunes par le Tennis Club de Monaco. Entre Hercules et la reprise du championnat de France de football, on en profite au stade Louis II pour effectuer des travaux de surfaçage de la piste d'athlétisme. Alexandre Olivier et Julien Loger ont pu assister à une partie de cette rénovation. Pendant que les jardiniers s'occupent de la pelouse du stade Louis II, d'autres coulent un nouveau revêtement sur la piste d'athlétisme. Un chantier nécessaire pour conserver l'homologation de la Fédération World Athletics. C'est grâce à ce certificat, valable 5 ans, que les records réalisés au meeting Hercules sont officialisés. Le stade profite de cette période un peu plus calme pour effectuer ces travaux qui exigent une réalisation précise. On a enlevé toutes les petites particules qui étaient en trop, on les a balayées. On a commencé à passer un premier vernis pour aplanir un petit peu la surface. Là, ils sont en train de couler de la résine. Ils ont d'abord passé une couche de vernis, maintenant ils coulent la résine. Et ensuite, ils remettent tous les petits grains de tartan. On augmente la surface de 4 mm. Et ensuite, on fera les tracés et enfin un nouveau balayage, après un dernier vernis. La piste se doit d'être la meilleure possible pour favoriser les performances des athlètes afin de répondre aux exigences d'événements internationaux tels que le meeting Hercules. Ça, c'est une surface, elle s'appelle la Konica V pure. C'est, en matière de performance, c'est la meilleure. Donc on a pris conseil et on s'est fait valider le choix par la Fédération monégasque d'athlétisme. Et ensuite, cette piste sera certifiée par World Athletics. La fin des travaux est prévue le 8 août prochain avec le traçage des lignes réalisé par une entreprise spécialisée dans le domaine avant le rendez-vous pour l'homologation de la piste aux alentours du 15 août. On va parler santé maintenant avec notre invité ce soir, le nouveau président délégué du Centre cardio-thoracique de Monaco. Thierry Messina, bonsoir à vous. Bonsoir. En duplex d'Ottawa parce que vous êtes franco-canadien, faut-il le rappeler? Exactement. J'ai passé la moitié de ma carrière professionnelle en France et depuis 25 ans installé au Canada. Vous êtes notamment passé par la Timone à Marseille. J'ai été chef de service à la Timone à Marseille jusqu'en 2001 et ensuite ce sont des chasseurs de tête qui m'ont convaincu que mon avenir était à l'Institut cardiologique d'Ottawa qui est un des plus fameux centres cardiaques canadiens, très très gros centre. Et pourquoi venir à Monaco? Question toute naïve, bien sûr. Je connaissais bien le professeur Vincent Dor, bien qu'il fût plus âgé que moi à l'époque. Mais quand j'étais à Marseille, chef de service, on collaborait sur certains patients de Monaco qui parfois il envoyait à Marseille pour transplantation au cœur artificiel. Et puis donc j'avais un petit attachement à ce centre, c'est indéniable. Et puis de fil en aiguille, on m'a demandé de prendre en main le centre comme à la fois président du conseil scientifique et aussi président du conseil d'administration, et donc je me retrouve avec cette mission que j'ai acceptée avec plaisir. Je pense que c'est un centre excellent, qui a une excellente équipe, qui donne des soins de niveau vraiment remarquable, avec une infrastructure exceptionnelle, une très bonne réputation. On sait très bien que dans la région de la Côte d'Azur, le centre de Monaco a très bonne réputation, mais je pense que le centre a perdu un petit peu le brillant international et que le professeur Dor avait voulu au départ, il y a une quarantaine d'années. Et ça, c'est pas facile c'est facile à perdre et pas facile à regagner, on va dire. Et donc là, je pense que compte tenu de mon statut, effectivement, à la fois français et international, il n'y a pas énormément de Français qui ont vraiment se sont exportés, qui ont persisté et duré à l'international. Je pense que c'est ça qui a convaincu que je pouvais aider, et m'a convaincu aussi que je pouvais aider le centre, parce que je crois que l'idée de ce centre au départ mérite d'être remise en valeur. Est-ce qu'on travaille sur en innovation, est-ce qu'on travaille sur une pathologie différente aujourd'hui? Est-ce qu'on est moins invasif, par exemple?
Oui, vous venez de toucher le point sensible. Effectivement, la médecine cardiovasculaire, vous savez, moi, j'ai 45 ans de carrière, j'ai vu tout bouger en cardiovasculaire. J'ai fait partie de certaines aventures extraordinaires pour la transplantation, le cœur artificiel, la réparation des valves du remplacement et les valves percutanées, les valves mises en place sans ouvrir le thorax. Ça, c'est une très grande révolution qui date maintenant d'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, qu'au départ, personne ne voyait vraiment venir. Voilà, donc ces techniques-là existent au centre, attention, soyons clairs là. Mais il y a aussi toute la chirurgie minimale invasive qui se développe, la chirurgie robotique, et puis la pathologie a changé avec la population qui a changé, une population plus âgée, plus fragile. Donc, l'innovation doit être permanente, si vous voulez. Donc, maintenant, l'innovation est portée par des personnes, des hommes et des femmes qui sont véritablement dédiés aux soins de qualité mondiale, à l'innovation permanente, mais tout en respectant, bien entendu, les recommandations internationales. Pas question de faire n'importe quoi. Et ça prend aussi des personnes. Et donc, on est à un stade où il faut recruter aussi des gens qui vont apporter cette dans ce innovation. domaine. Et qui... Jusqu'à, par exemple, par l'innovation, par l'IA. On peut aller plus loin, encore une fois. L'IA fait partie, mais l'IA, vous savez, elle nous habite maintenant en permanence. On l'a en permanence quand on est sur notre cellulaire. L'IA maintenant aide à mieux gérer les hôpitaux, à mieux prédire le devenir des patients, les possibilités de complications, à leur survie à long terme. Il y a des facteurs prédictifs dans l'IA qui sont très importants, mais aussi des facteurs, des éléments essentiels pour gérer même au quotidien une organisation. Et tout ça, c'est en particulier quand il y a beaucoup d'imagerie. Je dois dire que le Centre de Monaco a une excellente plateforme d'imagerie cardiaque, probablement une des meilleures au monde, même si elle n'est pas immense, elle n'est pas très grande, elle est extrêmement pointue. Et en imagerie, vous le savez, c'est un domaine privilégié de l'intelligence artificielle. Pour conclure, j'ai noté également que vous avez beaucoup travaillé dans un centre de santé cardiaque réservé aux femmes. Pourquoi réservé aux femmes? Parce qu'il y a plus de pathologies, tout simplement? Alors, je l'ai créé en fait. J'ai créé il y a à peu près 12 ans le premier centre canadien dédié à la santé cardiaque des femmes. Parce qu'on avait fait une recherche qui avait montré très clairement que les femmes étaient désavantagées par rapport aux hommes en matière de diagnostic retardé par rapport aux hommes, et donc de présentation, la présentation de la maladie chez les femmes n'est pas la même, donc il y a des erreurs médicales plus fréquentes avec les femmes en pathologie cardiovasculaire, et donc les femmes qui ont des problèmes cardiaques vivent moins longtemps que les hommes avec les mêmes problèmes cardiaques ou des problèmes similaires. Je crois qu'entre le centre, les partenaires médicaux du centre de Monaco, les médecins généralistes, les cardiologues, les autres hôpitaux, l'hôpital Princesse Grace, et en s'appuyant sur la communauté, on peut rendre un grand service aux femmes de Monaco. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Ce week-end, la jeune virtuose Stella Almondo a pris part au Festival de musique de Royan, la ville de son grand-père, un rendez-vous baptisé « Un violon sur le sable » où samedi soir, elle s'est produite devant plus de 50 000 spectateurs. Avant, hier, une rencontre unique le temps d'une soirée entre deux voix d'exception et la jeune et flamboyante pianiste monégasque au Théâtre de Verdure du Parc de Vaux-sur-Mer. Elle sera de retour chez nous, en Principauté, pour un moment d'exception, un moment suspendu derrière son piano. Ce sera le dimanche 20 septembre à 18h. Stella Almondo qui vient de sortir un deuxième album consacré à Franz Liszt et qui s'appelle Anges et démons. Plus près de nous, hier soir dans la cour d'honneur du Palais Princier, le troisième grand concert de l'été et le retour du chef d'orchestre Charles Dutoit, aux côtés de la soliste, la pianiste Martha Argerich. Prochain rendez-vous, ce jeudi soir, 21h30, avec au programme des œuvres comme Candide de Léonard Bernstein, un concerto pour violon de Jean Sibelius ou encore Cendrillon de Serge Prokofiev. Il y a 10 ans, était inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO l'œuvre architecturale de Le Corbusier comme contribution exceptionnelle au mouvement moderne. Parmi les 17 sites remarquables de l'architecte de renom, le célèbre cabanon à Roquebrune-Cap-Martin. Alors retour ce soir sur cet anniversaire avec Alexandra Pani et Jean-Alexandre Dordet. Ce lieu atypique niché sous les pins est un véritable manifeste dans l'œuvre de Le Corbusier. L'on vient de célébrer les 10 ans de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que contribution exceptionnelle au mouvement moderne.
Le cabanon fait partie des 17 sites réalisés par l'architecte et répartis sur 7 pays. Argentine, Inde, Japon, Allemagne, Belgique, Suisse et bien entendu la France. Cet anniversaire est l'occasion de redécouvrir ce lieu emblématique de Charles-Édouard Jeanneret. Le cabanon est l'aboutissement de ses travaux sur l'espace de vie rationnel et fonctionnel réduit à son minimum. Ce cabanon, il est classé dans un premier temps au titre des monuments historiques en France, ce qui impose un certain nombre de normes, de réglementations, donc qui encadrent les travaux que l'on peut engager dessus. Parce que vous imaginez que c'est une petite structure en bois qui fait 15 mètres carrés, 3,66 m de côté en bord de mer. Le Corbusier nous avait d'habitude habitués plutôt à construire de grands ensembles en béton pour les autres. Quand il construit pour lui, il construit en petit, en bois, au bord de la mer, une structure qui est à la fois merveilleuse parce qu'elle est réversible, il est avant-gardiste, mais qui est extraordinairement sensible. L'ensemble Cap Moderne accueille 11 000 visiteurs par an. Il comprend en plus du cabanon la villa E1027 d'Ellingré, les unités de camping de Le Corbusier et le restaurant L'Étoile de mer de Thomas Rebutato. Il nourra avec son fils Robert une relation privilégiée. Et c'est une histoire très intéressante parce que Le Corbusier et Yvonne, sa femme, n'avaient pas d'enfants. Et il a rencontré Robert quand il avait 12 ans, ici à Roquebrune, dans le restaurant que son père avait fondé, le Casse-Croûte. Et alors, pour les prochaines années, Le Corbusier est devenu comme un deuxième père pour Robert. Il a beaucoup conseillé, il a même aidé, il a défendu contre son père, quand son père voulait le faire arrêter, le faire revenir à Roquebrune. Et il a donné des conseils de comment entrer dans le monde de l'architecture. Le Corbusier aura été un véritable mentor pour le jeune Robert Rebutato. Si vous souhaitez en connaître plus sur leur relation et l'histoire de ce fameux cabanon caché sur les rives de la Méditerranée, l'exposition est à découvrir jusqu'au mois d'octobre au hangar Cap Moderne. Et pour découvrir plus en détail le célèbre ensemble construit par Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin, nous vous proposons de voir ou de revoir l'émission Demeure d'exception qui lui a été consacrée. Ce sera juste après cette édition. Côté exposition, vous le savez, celle de cet été au Grimaldi Forum, Monaco et l'automobile bat son plein. Vanessa Dessy et Camille Caloni nous amènent en visite privée dans les artères de l'événement estival. Prévue en 2020 puis reportée à cause de la pandémie, cette exposition voit enfin le jour. La sélection des véhicules a été particulièrement exigeante pour retracer 130 ans d'histoire, un thème qui s'est imposé comme une évidence tant Monaco et l'automobile sont intimement liés. C'était une exposition qu'on avait imaginée en 2020 parce que 2020 c'était les 20 ans du Grimaldi Forum. On a augmenté de pratiquement une quinzaine de voitures le nombre de véhicules qui étaient supposés être dans l'exposition de 2020. Et puis, je dirais qu'on a amélioré un certain nombre de choses. Notamment, on a sélectionné des voitures pour avoir une répartition chronologique qui soit la plus pertinente et la plus représentative d'un siècle de l'histoire automobile. Il faut savoir qu'il y a 53 véhicules historiques dans cette exposition. Il n'y a pas 53 prêteurs, mais pratiquement. C'est vous dire la difficulté qu'il y a à trouver ces véhicules et les véritables véhicules. Voitures de légende, modèles rares et pièces inédites, l'exposition réunit une sélection exceptionnelle qui témoigne de toute la richesse du patrimoine automobile lié à la principauté. Il y a un noyau central qui est constitué par le rallye et le Grand Prix et évidemment aussi tous les autres événements automobiles, les concours d'élégance. Donc on crée des chapitres par thématique. Là, derrière moi, nous avons un chapitre en soi avec une seule voiture qui est la Rolls-Royce Silver Wraith du mariage princier. C'est un peu comme un roman. On va raconter une histoire et on peut, dans certains cas, changer l'ordre des chapitres, mais pas toujours. Et donc, on raconte quelque chose à travers une démarche thématique et chronologique. L'exposition de l'été Monaco et l'automobile de 1893 à nos jours est à découvrir jusqu'au 6 septembre prochain au Grimaldi Forum.
Les sports et un temps fort pour le tennis amateur monégasque, l'Open Trévis Participation a rendu hier son verdict sur les cours du Tennis Club de Monaco. Sarah Inkari et Marie-Ève Béhé ont assisté aux derniers instants de ce tournoi toujours très relevé. Voici le reportage. Ils étaient 290 il y a 15 jours. Ils ne sont plus que 4 pour la finale simple messieurs et la finale simple dames. Les 2 derniers matchs sur près de 350 au total. Ce sont des joueurs qui sont des joueurs de deuxième série, excepté pour Lila qui est une joueuse qui est de deuxième série mais négative. Elle était déjà là l'année dernière, elle avait malheureusement perdu la finale l'année dernière. J'espère que cette année elle va prendre sa revanche, qu'elle va pouvoir gagner. Concernant les autres joueurs, ce sont des joueurs de deuxième série qui ont un parcours particulièrement brillant cette année puisqu'ils ont passé plusieurs tours chacun les uns les autres. Et ce qui nous fait une finale particulièrement équilibrée avec un enjeu qui est incertain pour les 2 finales. Tournoi de première catégorie, l'Open Trévis Participation réunit chaque année des centaines de licenciés de tennis dès 11 ans, venus de la région et de toute la France. Il s'adresse à tout le public du tennis, du joueur débutant qui a commencé la veille à des joueurs amateurs avec un très très bon niveau. Donc c'est ce qui fait la beauté de ce tournoi. Et voici les 2 gagnants de cette édition 2026. La revancharde Lila Bachour du tennis club Francis Jordan. Je suis très contente, j'ai pu saisir ma chance en finale cette fois et j'ai gagné. Je suis très contente d'avoir gagné ce tournoi. Et Romain Varenne du Monte Carlo Country Club, un habitué. Je le fais quasiment tous les ans. Tous les ans, mais c'est la première fois que je le gagne par contre. Ouais. Ce match alors, ce dernier match, c'était pas le plus facile, les finales c'est jamais le plus facile. On a mis tous les 2 un peu de temps à rentrer dedans je pense, mais le mec était super sympa en face, je le connaissais bien et c'était super bien passé. Grâce à leur victoire, les jeunes joueurs grappillent des places dans le classement et repartent plus que jamais confiants après 1 an de pause pour Lila qui passait le bac cette année et Romain en études de commerce qui n'avait plus joué pendant 4 ans avant une reprise l'été dernier. À la fin de ce journal, votre météo signé Alexandra Pani, où l'on évoquera bien sûr le retour ces prochaines heures des grandes chaleurs. Et l'occasion était donc belle aujourd'hui pour Alexandre Olivier, accompagné d'Alexandra Paolini, de prendre la température en matière de tendance 2026. Alors café, chocolat, vanille, fraise ou encore citron, on va sans plus tarder en savoir plus sur vos préférences. Oubliez les traditionnels chocolat, vanille, fraise. Plus de cornet non plus, tout le monde profite de sa glace dans son pot avec des saveurs de plus en plus originales, même si certains préfèrent toujours les parfums classiques. Chocolate and the stracciatella, very nice. I've had them before in Italy, so I know both flavors are very nice. Yeah, I like them both. I had the rum and raisin, which was really good. You could really taste the rum in it. It's come through really strong. And I had the pistachio. And pistachio was delicious. The 2 together, worked really well. I'd stick away from the regular flavours and go salted caramel's the one I always choose. Chacun a sa préférence, alors chez les glaciers, il faut être prêt. Émilie travaille chez Santo Gelato depuis plusieurs années. Elle a observé une évolution de la consommation des clients. C'est vrai que c'est beaucoup avec les modes aussi. La nocciolata, par exemple, c'est un des parfums phares du glacier. C'est une crème de noisette avec une crème de chocolat. Et c'est très très gourmand et ça fonctionne très bien. Et sinon, à cette période de chaleur, énormément les fruits. C'est souvent les parfums les plus gourmands, avec beaucoup de chocolat, beaucoup de crème, voilà, assez de gourmandise. Pour faire la différence, Santo Gelato s'adapte à la demande des clients. Selon la saison, il fabrique des glaces différentes. L'été, c'est le fruit qui est roi. On a modifié notre recette encore cette année. On essaye de modifier toujours pour faire au mieux pour les clients, selon les demandes. Quand là, c'est vrai que les gens demandent de moins en moins sucré. Donc on essaye de modifier, plus de fruits, moins de sucre. Voilà, on travaille quotidiennement la qualité de la glace. Pas de parfum favori donc, chacun a sa propre préférence. Une chose est sûre, déguster une glace pendant l'été, ça donne toujours le sourire. Chacun ses goûts. Comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour consacrés aux travaux de surfaçage de la piste d'athlétisme au Stade Louis II. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve nous demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée d'été à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les prévisions météo de ce mardi 28 juillet. Une journée encore largement ensoleillée. Les températures seront toujours très élevées, atteignant les 31 degrés. Il soufflera tout de même une légère brise. La température de l'eau affiche 27 degrés et l'index UV est de 7. Le soleil se lèvera à 6h13 précisément et se couchera à 21h. Ce 28 juillet, nous fêterons les Samsons. Je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie sur Monaco Info.